Bonjour tout le monde, c'est la première de Vérité Choc. Salut JF, Bonjour Richard. en forme? Ben oui, en forme. Et qui le C'est dis-tu? une grande première, 2 mars 2022. Écoute, il On faudrait lance marquer ça dans les annales de Théovox, là. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'actions au niveau médiatique, au niveau de l'actualité. Et notre émission, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette émission-là? On en a parlé à quelques reprises à Théovox. On invite les gens à continuer à nous suivre les jeudis soirs, naturellement. Et cette émission-là, l'objectif, en fait, quand on disait la vérité choc, souvent les gens, ça les dérange d'avoir la vérité en face ou d'avoir la réalité. Et depuis 2 ans, on s'aperçoit qu'on est mêlé par rapport à la réalité. Je ne sais pas si tu as le même feeling que moi, là, mais... Tout à fait. Puis le pire, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de fake news qui se passent un peu partout, tu sais, à travers la planète. Puis on dirait qu'on aime mieux croire souvent les fake news qui sont propagées par les médias de masse que d'autres qui vont nous dire la vérité, parce que justement, ça nous choque. On ne veut pas croire qu'on vivrait dans un grand mensonge. Ben, ça fait longtemps qu'on nous dit que la vérité est relative. Ouais. Hein, moi, quand j'entends les vérités au pluriel, là, on change de poste, là. Voyons donc. Hein, est-ce qu'on dit il y a des sables ou il y a du sable dans la plage? Ben c'est ça. À un moment donné, il faut comprendre là, que la liberté, la vérité, c'est pas au pluriel. Non. Et c'est important de ramener les bases fondamentales. Et l'objectif de cette émission-là, c'est d'une part de présenter ça un peu plus en profondeur que juste survoler dans le cadre d'une chronique, mais aussi d'inciter les gens à interagir. Ça, c'est bien important et on va vous rappeler à l'occasion, si vous nous suivez sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez commenter directement sur le chat et on va pouvoir le lire en ondes. Donc, être interactif de cet aspect-là. Et aussi, vous allez pouvoir nous appeler au téléphone, comme dans les bonnes vieilles radios. Moi, j'aime ce côté-là un peu où on a Mme Tremblay qui téléphone, là, puis c'est live. C'est toujours un peu risqué pour nous autres pour gérer ça et c'est quand même intéressant. Alors, le numéro, ça va être tout le temps le même. 1-866-ThéoVox, 1-866-843-6829. 6869. 6869, Oui, c'est ça. C'est pas ça que j'ai dit. Tu as dit 6829. Ça commence bien, Ça hein? commence pas bien. Mm-hmm. Fait que 1-866-843-6869. Oui. Et l'interaction va permettre justement de nous peut-être réorienter. Il y a des gens, des fois, qui nous écrivent pendant l'émission de Théovox. Oh, vous n'avez pas parlé de tel sujet. On aurait aimé ça que vous preniez tel angle. Hein? C'est cette interactivité-là qui manque Oui. parce que le format de l'émission le permet plus ou moins. Mais là, maintenant, on incite les gens à le faire parce que souvent, vous allez vouloir vous poser des questions. Et ce qu'on veut, nous, l'objectif, c'est que les gens comprennent un peu mieux la réalité et qu'on puisse aussi dire, c'est quoi la vérité ou la réalité qu'on va pouvoir partager au meilleur de notre connaissance. On ne prétend pas avoir la vérité, la science infuse, donc la vérité ou quoi que ce soit, mais on va quand même amener des éléments de réflexion. On va se coltailler, toi puis moi, idéalement. On aura des invités à l'occasion aussi. Il y a beaucoup de monde qui sont susceptibles d'être invités ici, pas de venir faire une présentation d'un événement nécessairement, puis plutôt de dire, écoute, quel est le point de vue qui est amené par rapport aux différents sujets qu'on aura devant nous. La formule un peu de l'émission, formule un peu de resto, quand on est ensemble à la table et qu'on jase, puis des fois, on prend un petit peu de verre de vin, puis on monte un petit peu le ton, hein, on est habitué à ça. Et depuis 2 ans, on nous a habitués un peu à perdre cette belle tradition-là qu'on a. Quand j'étais jeune, mon père disait « je veux pas d'arguments hein? ». C'était la façon de dire qu'on veut pas de chicane autour de la table. Mais l'argumentation, quand c'est bien raisonné et que c'est basé sur la vérité et sur des faits, ça amène des échanges assez intéressants. Moi, j'aime ça le beau-frère qui choque un peu, là, puis qu'on arrive un peu. On a perdu un peu ce contact-là. En tout cas, moi, de mon côté, il y a tellement de monde qui sont disparus autour de moi que j'arrive plus ou moins à pouvoir le faire. Et quand on allait au resto, justement, c'était accessible, sauf que porte pas le masque, pas injecté, tu es exclu de la société. Alors ici, peut-être qu'éventuellement on aura de la bouffe, mais ça pourrait être le fun qu'on puisse échanger sous cette forme-là, au sens très, très amicalement. Avec une coupe de vin. Une coupe de vin, ça pourrait être intéressant. Là, tout le monde en parle. Alors voilà, ça c'est un peu l'idée un peu qui est derrière cette émission-là. Et ce que ça nous amène à parler, on a parlé déjà à l'émission aussi, c'est que l'émission a une continuité. En bout de ligne, moi, ça fait plusieurs années que
Je m'implique en politique, mais dans un contexte un peu au-dessus des partis politiques. Et plusieurs me reprochent d'avoir été dans les partis politiques. Alors, c'est assez paradoxal, mais en fait, c'est qu'il fallait bien apprendre comment ça fonctionne. Bien, surtout que toi, tu les as pas mal tout fait. J'ai tout fait. Sauf les partis socialistes, comme Québec solidaire et cette race-là, NPD. Donc, pour moi, ça, c'était no-go. Mais pour les autres, c'était très intéressant. Et ça m'a permis de comprendre que ce sont tous des partis libéraux. Ouais. Et on est pris devant une absence d'autres réalités. Et on le dit souvent, dans nos familles, on est très conservateurs. Hein? Même les plus délinquants, lorsqu'ils étaient à l'adolescence et jeunes adultes, pris de la drogue, tout ça, quand ils deviennent parents, laisse-moi te dire que c'est militaire, puis on enligne, puis on protège, puis etc. Ouais. Alors ça, c'est l'autre côté un peu qui est intéressant d'amener à l'émission, si on le comprend bien. On est une radio chrétienne, une télévision chrétienne. Donc, il y a un objectif derrière ça de ramener les fondements de la civilisation. Et à l'époque où tout le monde a perdu ses repères un peu, c'est peut-être la bonne idée. Mais également de pouvoir continuer par la suite de l'émission, c'est-à-dire tendre vers le fameux mouvement politique que j'ai mis sur pied avec unionconservatrice.ca. L'idée, c'est il y a des gens qui veulent s'impliquer. Hein? Tout le monde veut mettre l'épaule à la roue. Il y a bien des façons de faire. Il y a des façons passives de le faire, comme ne pas se faire injecter, par exemple. C'était peut-être pas très évident en 2020, mais aujourd'hui, on commence à comprendre les aléas de ça. Alors, l'idée du mouvement politique, c'est d'avoir un véhicule qui ne va pas tellement être dans la suite des partis politiques qu'on a actuellement. Tout le monde cherche une solution à très court terme. Ceux qui veulent revenir à 2019, je vous invite à réfléchir parce qu'on ne reviendra pas à 2019. Définitivement. On va revenir beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire vos fondements de cette civilisation-là. On oublie que le Québec était une société hyper catholique jusqu'à la fin des années 60, à la fin des années 50. Donc, depuis la Révolution tranquille, il y a eu un chambardement majeur. Et là, on est dans l'après. On est dans la contre-révolution. L'idée, c'est de revenir à des valeurs fondamentales. Et de ce fait-là, on va pouvoir étoffer un peu la continuité qui sera le mouvement conservateur comme tel. Qu'est-ce que ça te dit, toi, un mouvement politique? Parce qu'on en a parlé déjà, et plus on l'explique, plus les gens nous posent des questions en disant « on n'a aucune idée de quoi tu parles ». Le réflexe, c'est le parti politique. C'est tout le temps ça. Mais encore, je te dirais, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas encore clair. On a de la misère à départager le mouvement politique du parti politique. Il y a des contraintes légales à avoir un parti qu'on ne retrouve pas dans un mouvement nécessairement. Mais moi, je pense que la meilleure façon dont les gens doivent peut-être s'imaginer ou s'imager le mouvement, c'est la même chose que le mouvement de convoi des camionneurs. Ça, c'est un mouvement. Ils ne sont pas rattachés à un parti politique, ils ne sont pas rattachés à rien de politique. Peut-être ce qui est mélangeant, ou ce qui peut paraître mélangeant dans unionconservatrice.ca, c'est que ça a une connotation politique. C'est facile de départir un mouvement quand ce n'est pas politique, mais quand ça l'est, ça devient de plus en plus difficile à le départager. Dès qu'on dit politique, les gens tombent dans la partisanerie. Exact. Je le disais l'autre fois à l'émission, c'est que si jamais on parle de hockey sans parler de la Ligue nationale de hockey, les gens ne sont pas capables de le faire ou presque. Oui, il y a des ligues de garage, il y a des ligues mineures et tout ça, mais on sait que c'est là que ça se passe. Donc, on veut toujours revenir à cette ligue-là. Dans le passé, on a eu une ligue mondiale de hockey, là, si je me souviens bien, dans le temps des Nordiques et tout ça. Et je me souviens que c'était une confusion pour moi, qui est un parfait inculte au niveau sportif, professionnel, disons-le. Le fait qu'il y avait deux ligues, là, on était tout mélangé parce que c'était pas clair qu'est-ce qui est quoi. Donc, c'est un peu le même principe. C'est que là, maintenant, il faut ouvrir ses œillères par rapport à la réalité dans laquelle on est et qu'elle ne se résoudra pas par les partis politiques. Je le dis souvent, les partis politiques actuels, les élus actuels, que ce soit du municipal, provincial, fédéral, sont tous complices des derniers 2 ans qu'on vient d'avoir. Alors, c'est quand même quelque chose. Le 13 mars, on va fêter le 2e anniversaire de notre mise en système totalitaire, en régime totalitaire, contre toute attente. Hey, tu dis ça, puis j'ai de la misère à me dire, ça fait déjà 2 ans. 2 ans. Tu sais, quand on a commencé il y a 2 ans, le fait de parler comme on parle là, on était étiqueté totalement complotiste, etc. Là, c'était la théorie du complot. Moi, toute mon enfance, j'ai entendu ça, ma jeunesse. Ouais.
dans les universités, on enseignait la théorie du complot. Pourquoi? Parce que c'était faux avant même qu'on puisse en discuter. Alors, bienvenue le débat et bienvenue toutes les grandes philosophies qui ont voulu nous présenter. C'était toujours à l'exclusion de ce qui avait créé l'Occident, ce qui a créé le Canada, etc. Et de ne pas revenir à ce qui nous a créé, ce que nos ancêtres se sont battus pour conserver, c'est tellement une aberration que moi, ça m'a interpellé très, très jeune en disant « c'est sûrement une erreur ». Tu peux pas être en mode « je vais vous convaincre de quelque chose » si tu ne permets pas un débat ou un échange par rapport à une réalité qui est existante. Fait que c'est certain que cet aspect-là de dire que tous les partis politiques actuels, tous les élus sont au mieux des libéraux, au pire des socialistes, bien, ça fait en sorte que les gens commencent à se poser des questions sur la philosophie politique, et c'est à ça qu'il faut en venir pour saisir l'importance d'un mouvement. Le lien que tu fais avec le mouvement des camionneurs, il est intéressant. Premièrement, ils ont des roues, donc c'est déjà plus facile de se déplacer. Pour quelqu'un qui est dans son salon et qui dit « Écoute, moi, je vais voter une fois aux 4 ans ou à peu près, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que ça implique? » C'est une éducation, hein? C'est avec des échanges, en tout cas, je l'espère. C'est un peu l'objectif de l'émission. C'est d'amener les gens à un mode de réflexion qui est un petit peu plus en dehors de la boîte. Hein? Think out of the box. C'est très populaire en marketing, en création, mais là, il faut le faire au niveau du quotidien, de la politique. Sinon, la politique nous rattrape, et de façon très négative, parce que je vous annonce qu'il y a un complot mondial. C'est pour ceux qui n'ont pas eu le mémo depuis 2 ans. On est dans l'application du complot mondial et on n'est pas dans le questionnement ou le fait de dénigrer. Les gens, maintenant qu'on entend à TVA là, nous dénigrer, ils ont tellement l'air stupides. Hein? C'est incroyable de voir comment ils se croient eux-mêmes. Là. Puis là, tu te dis, mais vous êtes tout seul. Là. Il n'y a plus personne qui vous suit dans votre folie. Les événements vous ont rattrapé. Des gens moi, qui m'ont dit qu'ils ont été double injectés, j'ai dit, est-ce que tu as fait un test de sang pour voir si tu as le sida? Bien, au début, c'était un sourire en voulant dire, tu n'exagères pas à peu près. Mais maintenant, les gens se font faire des tests de sang en disant, écoutez, c'est dramatique. Là. On a vu que c'est documenté puis c'est réel. Alors, c'est ça un peu qu'il faut amener ici. C'est comment on se met en mouvement, en prévision d'une réflexion et non pas se mettre en mouvement comme des camionneurs. Parce que les camionneurs, une fois rendus à Ottawa, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, se mettre en mouvement, j'en ai fait le lien à l'autre émission, c'est-à-dire qu'avant de partir de Vancouver, il aurait fallu avoir un plan avant d'arriver à Ottawa. Une fois à Ottawa, une fois que l'autorité va faire ce qu'ils ont fait, et on a vu jusqu'où ils sont allés, ce genre de réflexion-là, elle est obligatoire pour chacun de nous. On doit se poser ces questions-là. Avant d'écouter une émission de ligne ouverte là, à Radio X ou à 98.5, il faut qu'on ait un bagage, sinon on ne peut pas suivre un peu l'ensemble. Fait que se mettre en mouvement, comme les camionneurs ont fait, c'est un coup de gueule. C'est spontané et c'est récupérable par les stratèges. C'est surtout que le pouvoir politique, il est en place dans un mauvais escient. Klaus Schwab se targue de contrôler la moitié du gouvernement canadien. Quand je dis qu'il ne se cache plus, tu as l'exemple. Et quand on analyse la liste des gens qui ont participé au Forum économique mondial de Klaus Schwab, bien, tu les as tous, là. Mais oui. Et tu as même la vice-première ministre qui est ukrainienne et qui est une élève de Soros et compagnie. Alors, ce genre de nom-là, si ça commence à nous dire quelque chose, c'est déjà parce qu'on s'est mis en mouvement et qu'on n'est pas dans le dénigrement de dire, écoute, achale-moi pas avec tes affaires, moi, je veux voyager, je veux aller au resto, je veux profiter du chalet, etc. Tout le monde est un petit peu sur les freins là-dessus. Donc, on doit réfléchir à qu'est-ce qui va être la suite des choses. Dans le fond, c'est une réflexion proactive avant de poser un geste quelconque. J'aime le mot proactif, c'est vraiment ça. Alors, si on se met tous en action pour pouvoir être capable de se poser les bonnes questions et surtout de comprendre, quand on aura des invités, tu sais, quand je pense à Jean-Jacques Cavcar qui arrivait avec des journées d'analyse pour arriver avec un sujet, bien, c'est très, très, très important comme documentation. Mais il faut bien comprendre où ça part, où ça va, etc., dans quel but que c'est fait, le contrôle des foules, toute cette connaissance-là qu'on a de plus en plus. Bien, il va falloir que le camionneur se pose la question avant d'arriver à Ottawa dans son camion puis de dire « je fais du bruit avec mon
klaxon. Québec Absolument. est devenu le caxon, d'ailleurs. Ma blague n'a pas tellement roulé à Québec, mais en tout cas, c'est pas bien grave. Ceux qui n'aiment pas les jeux de mots, en passant, je vous annonce que c'est un réflexe chez nous. Là, fait que on aime, on n'aime pas. Ouais. Ça fait partie de la game. Mais l'idée aussi, c'est d'aller plus loin que ça, c'est-à-dire de rebâtir la société avant qu'elle soit complètement démolie. Elle le sera, mondialement. Toute la société qu'on connaît, on s'en va vers un régime totalitaire avec un contrôle numérique total des gens. Alors, les chrétiens comprennent très bien la marque de la bête, ce que ça veut dire. On s'en va vers ça inévitablement. L'enclenchement est fait. Et de ce fait-là, il y a des gens qui vont réfléchir à la suite. Ça va être quoi le lendemain qu'ils vont perdre? Parce qu'ils perdront. Tous ceux qui sont un peu déprimés des propos qu'on peut tenir. C'est déprimant de nous entendre. Oui, mais la réalité, c'est déprimant. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Ceux qui voudraient être en maillot de bain à l'extérieur, c'est la réalité. Tu peux la nier si tu veux, mais tu peux pas. Si tu dois y faire face, il va falloir que tu prennes les moyens en conséquence. C'est parce que j'ai l'impression des fois que les gens, Richard, sont dans tout ce totalitarisme-là qui s'installe. On dirait que les gens veulent trouver la solution. Toujours. Et à court terme. Oui, à court terme. Fait que quand on est là à dire ce qui est en train de se passer, puis qu'eux veulent avoir des solutions, puis on n'est pas en train de leur donner la solution ou les solutions auxquelles ils s'attendent, c'est là que le découragement s'entremêle dans tout ça, puis les gens, après ça, sont dépressifs, puis sombrent dans l'anxiété. C'est un réflexe humain de pouvoir essayer de gérer le plus possible notre entourage, puis faire en sorte que dans le bon nombre de mauvaises nouvelles qu'on a, mais on est capable de trouver des solutions sur lesquelles on va s'accrocher pour sortir à travers victorieux, en quelque sorte, de cette crise-là dans laquelle on est en train de sombrer. Tout le problème est là. Ce que la moyenne des ours n'a peut-être pas compris, c'est que ceux qui ont planifié ce complot-là contrôlent très, très bien les armes avec lesquelles ils travaillent. Donc, ils savent très bien que la population, il y a à peu près 10-15% qui ne se feront pas injecter. Ils savent ça d'avance. Et quand on arrive au résultat, puis qu'on dit, là, on se tient, puis on est solide. Oui, mais ils ont déjà prévu 2-3 autres façons de venir te chercher. C'est pour ça qu'ils ont essayé l'injection obligatoire, par exemple, pour ne pas perdre son emploi. Ouais. On connaît qui ont perdu leur emploi sur cette base-là. Ouais. Donc, ce genre de méthodes-là, ce sont des méthodes qui sont éprouvées. C'est scientifique. Et on sait que quand on t'amène très bas, et après on te remonte un petit peu, là, on t'oblige un peu à suivre mes ordres. C'est du contrôle mental, déjà, avant même d'avoir les outils technologiques à travers tout ce qu'on va connaître éventuellement. Mais la charte de Biederman, par exemple, où on dit, fais ça avec un être humain, puis il va réagir de telle façon. C'est là qu'il faut que les gens se renseignent parce que vous êtes manipulés malgré vous. Ça fait longtemps qu'on nous manipule. C'était facile de dire avant, t'exagères, on ne manipule pas tant que ça. La preuve, j'ai un bateau, j'ai une motoneige, je voyage, tout va bien. Oui, mais si tu te fies seulement qu'à l'aspect matériel et que tu laisses tous tes principes conservateurs, disons-le, par rapport à élever ta famille et à conserver aussi une liberté par rapport à l'ensemble, c'est sûr que tu vas perdre très, très gros au change. Fait que pour rejoindre ce que tu dis, c'est que, dans le fond, la population ne saisit pas très, très bien souvent ces aspects-là. Mais il y a des intellectuels qui se penchent, par exemple, sur la suite des choses. Je pense à Valérie Bugeaud, pour ceux qui la connaissent, qui est une juriste française qui, elle, est déjà, depuis des années, dans la reconstruction de la société. Et ça rejoint un peu ce que j'avais tenu comme propos lors de la conférence de septembre près de Drummondville, où on avait, à l'époque, parlé des regroupements par région, par profession, etc., par centre d'intérêt. Et ça rejoint très, très bien cette philosophie-là qui se met en branle là-bas. Donc, il y a des initiatives qui se font actuellement, et ça va faire partie du travail qu'on a à faire, d'amener la capacité des gens de saisir l'ampleur de ça. Si on reprend l'exemple des camionneurs, les camionneurs se sont retrouvés attaqués de plein front avec quelque chose qui s'appelle leur gagne-pain, qui est le camion. Alors, il y a une réalité économique qui est assez facile à cerner pour des gens qui traversaient les lignes américaines et tout à coup, du jour au lendemain, ils se font interdire. Et là, donc, on dit, j'ai mon camion à payer, j'ai plus de moyens de gagner ma vie parce qu'il faut que j'aille aux États-Unis. Donc, je suis mis sur le chômage de facto
par rapport à une réalité qui est injustifiée, qui est illégitime. Ça, c'est l'autre aspect qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un pouvoir. Hein, l'autorité est de Dieu, elle nous vient de Dieu, c'est un don de Dieu, mais c'est un don de Dieu tant qu'il est légitime. À partir du moment où on dénature l'autorité, donc ce que Legault et Trudeau font depuis 2 ans, c'est de dénaturer l'autorité qu'on leur a accordée dans un système qui était existant avant 2020. Mais le fait qu'aujourd'hui, ils l'utilisent à mauvais escient, c'est là qu'il faut intervenir. Oui. Et c'est pour ça que les camionneurs, eux autres, ils ont une masse critique. Là. Ils se sont retrouvés en disant, nous, on part, puis on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on va aller quelque part. Et là, la sympathie de la population, les millions qui sont rentrés, là, ça, c'était le signal pour les politiciens de dire, un instant, ils ne sont pas seuls. Puis c'est un message qui a été envoyé vraiment très puissamment. Là. L'argent qui rentre pour les subventionner, c'est énorme. Écoute... Parce que les gens réfléchissent matériellement. Donc, l'argent a montré ce que les gens pensaient chez eux, parce que les gouvernements vont faire des sondages sur ce que les gens pensent, beaucoup plus qu'on pense. Donc, ils savent, eux autres, la population est rendue à tel ou tel niveau. Voici la marge de manœuvre qu'on a. Oui. Mais quand les dollars sont rentrés, tout le monde a compris, parce que c'est matériel, c'est concret. Ils ont dit, un instant, il y a beaucoup d'appui dans la population à cause de la fatigue. Mais on est simplement tombé à la fin de la phase qui avait été prévue, que j'appelle, moi, la première phase. Là. Ils ont beau nous en mettre 7-8. Là. Il n'y en a rien qu'une. Un virus, une arme biologique, avec des injections qui ne sont pas pour l'aspect santé. Donc, une fausse pandémie qui amène l'obligation des injections. Et ça, c'est la phase 1. Ça s'estompe. Il faut qu'ils arrivent avec quelque chose d'autre. Et c'est là que les camionneurs sont arrivés dans cette petite faille dans le système. Mais tout de suite, on a récupéré le GoFundMe, qui fait partie des big, comment ils appellent, les GAFAM. Ouais, donc, c'est déjà sous contrôle. Alors, d'aller utiliser ces canaux-là, c'était très naïf. Est-ce que c'était naïf ou c'était voulu par ceux qui contrôlent? Tu comprends? Il y a toujours cet aspect-là qui n'est pas clair. Et la cerise sur le sundae, c'est d'en avoir fait des terroristes. Mais il faut arrêter d'utiliser GoFundMe. Je lisais encore hier dans un article... Il n'aurait jamais fallu l'utiliser. Mais tu as raison. Même encore, là, il y a des levées de fonds qui se font pour sortir des influenceurs de prison. On utilise les GoFundMe. L'argent est gelé. Les gens sont défaits, désemparés. Arrêtez d'utiliser GoFundMe. Il y a d'autres moyens que vous pouvez prendre parce qu'à chaque fois que vous allez vous mettre en position pour pouvoir aider un influenceur ou aider quelqu'un qui a un narratif différent de celui du gouvernement, ils vont... étonnamment, ce que ça a permis de faire, ça, parce que, pour moi, c'est un satellite, le mouvement des camionneurs. Ouais. Si on voit un univers d'un paquet de réseaux qui se serait mis en place, on voit que ça pourrait être juste un projet qui a assez bien réussi, qui a été très diffusé, mais l'aspect financier, qui a été très, très, très médiatisé sur on a saisi l'argent, fait en sorte qu'on l'a vu, les gens donnaient des 20 $ cash. Ouais. Hein, ils venaient de voir sur le bord de l'autoroute donner du cash à celui qui a le camion en se disant « je suis sûr de mon coup ». Donc, il y a une perte de confiance. Perte de confiance dans tout ce qui est numérique. Et ça, c'est très, très bénéfique. Il faut s'habituer maintenant à se dissocier de toute cette toile d'araignée qu'on nous a bâtie depuis une trentaine d'années. Donc, le World Wide Web, ce n'est pas un terme qui a été inventé dans un café un matin. C'est prévu, en fait, pour justement s'assurer de nous faire prendre au piège. Et là, on voit que le piège commence à se resserrer. Alors ça, c'est un peu le bout de l'affaire, c'est qu'il y a des actions qui sont bénéfiques en réaction à ce que l'agresseur nous fait. Et l'exemple de l'argent comptant est intéressant jusqu'à temps qu'on abolisse l'argent comptant très bientôt. Tu sais, Richard, il me semble dans ma tête que c'est clair pour le mouvement des camionneurs parce que c'est une cause... oui, politique, mais en même temps sociale. Il y a un peu de social dans cette cause-là. Puis les gens vont voir clair, dire, on se mobilise, c'est clair. Il y a une vision, il y a une mission, il y a des valeurs. On sait où on s'en va, on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pour faire tomber les mesures d'urgence sanitaire, faire tomber l'incapacité aux camionneurs de franchir la frontière, puis tout ça. Dans un mouvement politique, j'ai l'impression que c'est pas toujours aussi clair. J'ai l'impression qu'il y a des moments où, tu sais, je sais pas si tu me suis, j'ai l'impression que c'est comme, tu
tu te demandes c'est quoi la vision, la mission, la valeur. J'ai l'impression qu'on rattache ça à vraiment, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est politique. Mais comment qu'on fait pour sortir de ce cercle vicieux? Le cercle vicieux-là de politique, puis dire, ben, OK, c'est clair, il y a une mission, il y a une vision, il y a même pour moi, là, il y a une vision, il y a une vision, il y a des valeurs. On sait que si on est dans un mouvement politique, ça va nous donner quelque chose, j'imagine, à long terme, à moyen terme, à court terme. On a fini notre premier segment, c'est une bonne nouvelle. On va avoir l'occasion de revenir très souvent. Moi, j'invite les gens à réfléchir, à prendre en note des questions. C'est une émission qui est là pour rester, donc on est là pour revenir avec ces concepts-là. Et chaque fois qu'on aura un autre sujet, ça va toucher cet aspect-là. Parce que le mouvement est à bâtir pour après la crise. Si les camionneurs avaient obtenu, par exemple, l'abolition de l'obligation des injections COVID pour traverser la frontière pour les camionneurs, c'est très, très précis. Ils seraient tous partis chez eux, ça aurait été réglé, mais ça aurait été une hémorragie stratégique, donc ils n'ont pas voulu le faire, le gouvernement. Mais si ça avait été fait, on serait revenu à 2019 pour eux autres. Et on n'a rien réglé. Ce n'est pas depuis 2020 le problème. Le problème est depuis des centaines d'années, et surtout depuis les derniers 50 ans, en Occident, où on a vu la liberté fondre, nos droits. Tout ce qui a été bâti par nos ancêtres a été, d'un claquement de doigts, terminé depuis 2 ans. Et ce n'est pas à la veille de changer non plus. Dès qu'il n'y aura plus d'argent comptant, vous allez faire comment pour financer ceux qui essayent de se lever debout? Ça va être de plus en plus difficile. On va avoir l'occasion de revenir souvent. Moi, je t'invite aussi à avoir des questions à ce niveau-là. Et à la suite d'une petite transition au niveau de l'émission, on va être capable de revenir avec un autre sujet qui va sûrement t'intéresser autant. Alors, on est de retour, mon cher. Premier segment terminé. On veut faire 3 segments à peu près par émission, dépendant aussi de qui on aura avec nous. Et aujourd'hui, on n'a pas les lignes téléphoniques qui sont activées parce que la technologie, on est en train de s'installer. D'ailleurs, chapeau à Théovox qui est derrière, qui est le producteur, en fait, de cette émission-là et qui permet à un jeune premier comme moi, là, qui débute dans les communications, à se faire les dents. Donc, c'est très apprécié. Et ça permet aussi à toute l'équipe technique d'avoir une autre formule un peu. Je pense qu'il y avait bien de l'excitation ce matin par rapport à ça. C'est très agréable aussi. En même temps, c'est vrai que la formule est intéressante parce qu'on se retrouve vraiment plus radio talk, où on a vraiment de beaux échanges. Puis c'est excitant parce qu'il a fallu qu'on se revire sur un 30 sous chez Théovox pour pouvoir mettre en branle tout ce que ça prenait. Et puis, la raison pour laquelle, parce que tu l'as mentionné d'entrée de jeu, on n'a pas de ligne téléphonique aujourd'hui. On pensait qu'on les avait. Il y a eu un petit oubli de notre provider, notre fournisseur de ligne locale, mais ça va être résolu pour la semaine prochaine parce qu'on veut vraiment, puis on y tient vraiment à avoir des échanges avec le public parce que ça crée une belle proximité avec les gens. Oui, puis c'est bien le chat, puis je sais pas, moi, j'ai pas les lunettes, je peux pas voir. Mais moi, j'ai relaté quelques questions que... vas-y, c'est le temps justement d'ouvrir. Il y a quelqu'un qui demandait, Carole Filion-Laplante, qui demandait « Démocratie directe, ça vous dit quoi? » On entend souvent des choses comme ça de plus en plus. Et c'est exactement ça qu'on veut avoir. Moi, si tu me parles de démocratie directe, je pars à rire, là, c'est tellement risible. Mais pour la moyenne des gens qui entendent un tas de solutions, il faut en parler, premièrement, puis je vous le dis tout de suite, là, choquez-vous pas par rapport à mes propos. Moi, je reçois des bêtises à chaque fois. Tu sais, si je dis qu'il faut qu'il y ait une alternative aux gouvernements libéraux qu'on a depuis 50 ans. Bon, là, arrive Éric Duhem, puis là, je critique Éric Duhem, je me fais ramasser parce qu'il dit, ben là, tu veux quoi? Donc, c'est pas parce qu'il y a une solution qui nous est présentée qu'on doit sauter dessus comme du pain béni. Alors, la démocratie directe, ça veut dire que si on est ici aujourd'hui 30 dans les studios, là, ben on vote pour qu'est-ce qu'on mange. Ben là, on a besoin d'avoir un consensus, là, parce que on mange du poulet, là. Bon, mais quelqu'un qui est végétarien, oui, mais minoritaire, donc tu passes à la trappe. Écoute, démocratie directe, vous repasserez, s'il vous plaît, là. Mettez 3000 personnes dans une salle et essayez de prendre une décision.
à quelle heure qu'on va aux toilettes, puis vous allez voir que ça ne marche pas. Fait que t'es plus pour une dictature directe. Ben, une dictature, si j'étais le chef, ce serait parfait, c'est certain, mais c'est rarement comme ça que ça arrive. Tout le monde va être un peu dans une dictature. Alors, l'idée, c'est que on a démoli, on a détruit la civilisation chrétienne, qui est le fondement sur lequel tout ce qu'on a comme confort, puis on en a, là, on est en guerre présentement, on a l'impression de faire des jeux vidéo, là. C'est très, très distant de nous. Ce qui commence à nous affecter, c'est le 2 ans de gouvernement totalitaire au fédéral, au provincial, et sans parler de tous ceux qui ont des problèmes de santé et tous les effets secondaires de ce qui a été créé. On commence à comprendre, d'autres plus rapidement que d'autres, qu'il y a des contraintes qui nous arrivent qui vont à l'encontre de ce qu'on avait avant. Mais revenir à ce qu'on avait avant, il faut revenir à ce que c'était comme fondement et non pas à ce que c'était en 2019. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Alors, démocratie directe, ce serait de revenir à tout le monde décide à peu près pour tout et bonne chance pour ça. C'est certain qu'avec moi, vous n'aurez jamais d'écoute très, très longtemps. Une anecdote, je me fais rencontrer au début, en 2020, une des manifestations auxquelles on participait, et quelqu'un me dit « Écoute, ce serait le fun de t'avoir avec nous autres, de l'expérience politique. On veut lancer un parti temporaire. » Ah, ben j'ai dit « Écoute, tout le monde veut lancer un parti, je ne sais pas pourquoi, là, il faut juste changer le réflexe. » Alors, espérons qu'un mouvement aura cette capacité-là éventuellement de changer l'idée de toujours penser en parti. Mais moi, j'ai dit ce que j'aime de votre projet, de parti temporaire, de démocratie directe, là, je ne l'ai pas mentionné, c'était le mot temporaire. Ils ne comprenaient pas trop ce que je voulais dire. Ben, je dis, écoute, premièrement, si tu me parles d'un nouveau parti, là, je baille. Tout le monde veut lancer une nouvelle affaire. Et ça, c'était en 2020. En 2022, je pense que j'en ai reçu 50 projets comme ça depuis ce temps-là. Et ce fameux projet-là, qui s'est développé, et puis faisait des réunions à 200-300 personnes sur Zoom, ben écoute, ça dégénère, c'est pas long, là. C'était temporaire. Ben, c'est qu'en fait, c'est qu'après un certain temps, tout le monde abandonne le navire. Il y en a quelques-uns qui se font un petit peu de pouvoir. Imagine quelqu'un qui n'a jamais eu d'attention, qui là, fait partie d'un exécutif de quelque chose comme ça. Écoute, c'est extraordinaire. On est en mode rechercher une solution à long terme, mondialement. C'est pas 200 personnes qui se réunissent à Montréal sur Zoom qui vont régler ça. C'est plus profond que ça. Mais les CA d'administration, tu sais, quand tu vas dans une entreprise ou une organisation, puis il y a un CA d'administration, c'est pas un peu une démocratie directe? C'est tout sauf ça. L'idée d'un conseil d'administration, c'est d'avoir des expertises extérieures à l'entreprise qui viennent dire à l'entrepreneur qui, lui, est toujours collé sur sa vitre de son entreprise elle-même, là, ses produits, peu importe, de dire, écoute, là, tu manques de recul. Là. Au niveau financier, il faudrait que tu fasses ça. Au niveau des employés, il faudrait que tu fasses ce changement-là. Ça, donc, le conseil d'administration, c'est un groupe conseil qui vient donner des orientations ou qui peut être décisionnel aussi en termes de « je remercie le PDG et tout le reste ». Mais admettons qu'on tombe en guerre demain. Je parle plus au niveau du vote dans un Admettons qu'on tombe en guerre demain, ton conseil d'administration est aboli. Alors, depuis 2 ans, on a aboli notre système parlementaire et tout le reste. Il n'y a même pas d'opposition. Oui, mais là, tu ne réponds pas à ma question. Oui, je réponds à ta question. Je comprends ce que tu me dis. Moi, je suis en train de te dire que dans la notion de démocratie directe, quand il y a un vote dans un CA d'administration, c'est la majorité qui l'emporte. Parce que tu as parlé de majorité versus minorité. Tantôt, on mange du poulet. Non, je veux de la salade, je suis végétarien, mais je suis Subban. C'est la majorité qui l'emporte pour le poulet. Dans un CA d'administration, quand on a un vote à passer, c'est pour ça qu'on recommande régulièrement qu'on soit un nombre impair dans un CA d'administration pour que la majorité puisse l'emporter. Étant donné qu'on a le même principe de majorité versus minorité, c'est une forme de démocratie directe parce que c'est la majorité qui va l'emporter sur la minorité. En fait, le nombre qui décide, hein, c'est ça l'aspect démocratique. Dans la réalité, c'est jamais ça. Il s'agit que tu aies un conseil d'administration de 7 personnes. Moi, je m'organise avec 5 pour dire on met dehors le PDG, on arrive là, on ouvre le vote, puis tout à coup, il perd sa job, puis il n'a pas trop vu comment c'est venu. Alors, l'idée d'un complot, l'idée qu'il y ait des gens qui réfléchissent avant ce qu'on voit comme une pseudo-démocratie depuis très longtemps. Moi, je t'annonce que ça fait 32 ans, 30 ans que je fais de la politique active et j'ai jamais vu de démocratie, là. Tous ceux qui voyaient la démocratie et qui la protégeaient,
il se faisait rire d'eux autres, puis ils ne savaient même pas. Alors, il y a cet aspect-là qui est très, très, très néfaste. Et pour revenir à ton exemple du conseil d'administration, c'est que s'il y a une guerre, donc que tout est aboli comme système, ton conseil d'administration n'a aucun pouvoir. Ton entreprise va se faire fermer, et on l'a vu. D'ailleurs, les mesures du gouvernement qui ont fermé des restaurants, des entreprises, etc., ton conseil d'administration, il servait à quoi? Il ne servait à rien. Il était obligé d'appliquer les mesures qui, elles, étaient totalitaires et imposées. Alors, démocratie directe, oubliez ce terme-là. Ceux que ça intéresse, allez-y, perdez votre temps, puis vous me rappellerez dans 10 ans, quand vous serez découragés. Parce que l'être humain, ça, c'est l'autre aspect. On est des êtres humains individuels. Nous sommes des créatures de Dieu. Chacun est individuel. Hein? Chaque cheveu, dans la Bible, on nous dit que chaque cheveu est compté. Alors, on est créé à l'image de Dieu. Donc, on n'est pas un animal. On est quelque chose de plus. Et dans ce contexte-là, chaque humain a une capacité. Et c'est très difficile de contrôler des humains, sinon par la force. Et c'est pour ça que le pouvoir totalitaire actuellement, il est très efficace pour nous imposer des changements de vie majeurs, alors qu'avant, il fallait qu'il nous convainque. Hein? Il fallait qu'un gouvernement soit élu par rapport à une opposition. Puis là, on se disait toujours, comment ça se fait que l'opposition qui a été élue disait une chose dans l'opposition et dit le contraire une fois au pouvoir? Et là, je vais citer François Legault, qui plantait Jean Charest, hein, à l'époque, le gouvernement libéral, pourri jusqu'à la moelle, qui a été complètement blanchi cette semaine. Avec mâchouillé. Avec mâchouillé au lieu de mâchurer. Mais ça pour dire qu'on voit que ce système-là est complètement contrôlé. Le yin et le yang. Donc, ceux qui pensaient qu'il y avait des oppositions aujourd'hui déchantent. Alors, il faut voir tout cet aspect-là pour dire comment on revoit ça et qu'est-ce qui existait avant. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec la complexité de la société qu'on a, on n'est pas capable d'arriver à une organisation politique qui serait pour le bien commun? Le bien commun, ça veut dire le bien de tous. Et là, on touche à l'aspect de la démocratie directe, c'est-à-dire que si le groupe est tous de bonne foi, si tous les êtres humains sont là pour bien construire les choses et qui ont tous une intelligence suffisante pour débattre, oui, en théorie, ça pourrait fonctionner, mais c'est jamais ça. Et il va toujours avoir des jeux de pouvoir dès que tu as 2, 3, 4, 5 personnes. D'ailleurs, la politique, pour moi, c'est quand tu te réveilles le matin et tu n'es pas seul. C'est pas compliqué, là. Ceux qui n'aiment pas la politique, vous en faites à la journée longue et vous ne le savez pas. Hein? Vous négociez au travail, à la maison, avec les enfants. Mais on ne traite pas les enfants de la même façon qu'on traite des adultes, parce qu'ils n'ont pas l'âge de raison, peu importe. Il faut comprendre cette complexité-là. Et l'idée d'être en mouvement, c'est de au moins être dans l'aspect de rechercher la solution et de ne pas dénigrer ce qui a toujours bien fonctionné. Ceux qui disent « Ah ben là, si c'est chrétien, moi, ça ne m'intéresse pas. » Oui, mais vous allez être pris avec des conséquences qui, elles, datent de beaucoup plus court terme. François Legault, celui qui a décroché le crucifix de l'Assemblée nationale, on voit que depuis 2 ans, il a juste été très cohérent avec ses politiques par rapport à cet aspect-là, c'est-à-dire de faire table rase de toute notre culture accumulée depuis des années, des centaines d'années. Excellent point sur la démocratie directe, Richard. Je ne sais pas s'il y a d'autres sujets, mais sinon, on peut parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle la guerre. Hein? La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Vieux film des années 80 à peu près, je ne me souviens pas, la guerre des Tucs. C'est intéressant d'entendre ça parce qu'on est un peu là-dedans actuellement. Hein? On n'a jamais connu la guerre ici. On ne sait pas ce que c'est, sauf ceux qui ont traversé. Et pour ceux qui ont été proches du feu de la guerre, je connais un reporter des médias de Radio-Canada qui avait été très proche d'une bombe. Je peux te dire que sa vie a changé. Sa perception de la vie, de la famille, tout ça a changé d'un coup. Parce que quand on touche à l'absolu, ça nous ramène les pieds sur terre. Donc ça, c'est une dimension qui est assez importante de voir comment on peut facilement nous amener ailleurs en termes de diversion. Moi, je vais souvent utiliser le terme diversion en 10 versions. C'est que c'est beaucoup ça, la stratégie politique. C'est qu'on va dire, parfait, on va les amener à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire 10 petites étapes, on va aller rejoindre différentes clientèles. Éric Duhem, par exemple, est un expert en clientélisme politique. Il va aller s'occuper contre les masques aux enfants, mais non pas aux masques pour l'ensemble de la population. Il fait du cherry picking, qu'on appelle. C'est très stratégique, mais
ça ne permet pas de régler l'ensemble des problèmes. Le clientélisme, c'est aussi pire se gérer avec du clientélisme que de gérer avec des sondages. Ben, en fait, les deux vont ensemble. C'est la même chose. En marketing, tu le sais, tu as fait de la vente. Tu as un vendeur qui arrive dans une famille pour vendre de l'assurance, par exemple. Ben, dans son auto, il va regarder ils ont combien d'enfants. La dernière fois, ils m'ont fait une confidence sur l'enfant, son bras était brisé, peu importe. Il va arriver avec une anecdote très personnelle qui touche les personnes pour les mettre en confiance. C'est ça du marketing. Mais si c'est fait à bon escient, s'il est là pour vendre de l'assurance, puis que l'assurance est bonne pour le client, puis il fait son travail d'information, c'est correct. Fait que c'est toujours l'intention qui est importante. Mais en politique, l'intention, elle est négative depuis très longtemps. D'aussi longtemps que moi, je me souvienne, je ne comprenais pas à 23 ans que l'avortement ne soit pas criminel. Ça m'a scié les jambes. Je disais, non, on ne peut pas tuer nos enfants. Là. Un peuple qui tue ses enfants n'a pas d'avenir. Pour moi, c'était une évidence totale. Et plus tu en parles, plus tu te fais mettre en boîte, puis tu te dis, non, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a contrôlé le narratif, on a éduqué les gens à l'école sur des bases différentes, qui fait en sorte que ça rentre dans la culture. Et tu te retrouves à ne pas faire de sens avec quelque chose qui est tellement sensé de dire on ne peut pas tuer notre prochain. Alors, ce genre de mouvement-là, il y a des étapes qui arrivent souvent d'assez drastiques. Et l'arrivée de la guerre, depuis 7 jours maintenant, c'est drôle. Tous les virus mondiaux sont disparus. Beaucoup de monde m'écrit, as-tu remarqué qu'on ne parle plus de la COVID? Non, tu as raison. Je fais des revues journalières d'actualité, puis ça me fascine de voir que à la manchette à travers le monde, c'est vraiment la guerre de l'Ukraine. À part une exception de ce qui se passe présentement en Chine, avec, je pense à Hong Kong de mémoire, là, où il y a une grosse épidémie. Qu'on dit. Une épidémie médiatique. Exactement. Mais en bout de ligne, la guerre qui est là, les gens viennent de découvrir l'Ukraine. Là. L'Ukraine existait avant aujourd'hui. Là. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est ça qui est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on a accès à beaucoup d'informations rapidement. Ce matin, j'ai diffusé un graphique qui montre que l'Ukraine a donné, pour la fondation Clinton, hein, on sait comment c'est chargé comme appareil politique, ben, ils ont donné 2,5 fois ce que le Canada a donné. Pourquoi? Pourquoi l'Ukraine a donné à la fondation Clinton? Quand on regarde l'histoire, l'Ukraine, c'est un peu un chaudron qui bout par rapport à l'Europe, entre justement l'Europe et la Russie. Donc, les pouvoirs géopolitiques. Maintenant, on parle de dire faire un mouvement politique, c'est compliqué. Mais écoutez, la géopolitique, c'était un terme d'hyper spécialiste il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, bien, on en fait tous. C'est pas compliqué. Là. On est rendu là comme situation. Alors, de parler de l'Ukraine, puis moi, je vois les gens qui vont manifester. D'ailleurs, je leur envoie des petites vidéos pour les décourager, qui s'en allaient manifester à Montréal pour défendre l'Ukraine. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Défendre quoi? Avez-vous vu son premier ministre ou son président qui dansait en talons hauts, qui est un humoriste, un comédien, comme notre premier ministre à nous, qui est un comédien de théâtre? Qu'est-ce que je m'en allais dire? Ils ont des choses... Ah, ben là, merci de les rire. Bien lancé. Je le veux, ce bouton-là. C'est bien intéressant. Ça pour dire que l'idée d'aller manifester dans un cadre où on ne comprend rien, ben là, on est en train de se mettre en mouvement dans la mauvaise direction. Hein? C'est assez élémentaire de se renseigner avant de dire « je vais aller marcher ». Puis là, quelqu'un qui dit « je manifeste contre la guerre en général ». Si on veut la paix, on prépare la guerre. C'est une base, ça, dans la politique. Fait qu'il faut arrêter d'être naïf aussi. Là. Si on veut traiter de la réalité, il faut arrêter d'être naïf. Oh, mais ça, on l'a vu partout. Richard, il y a eu... les gens se sont fait demander au début de cette pandémie-là, cette pseudo-pandémie-là, pourquoi ils achetaient du papier de toilette, puis ils disaient, je ne sais pas, j'en achète parce que tout le monde en achète. La dame elle avait tellement le carrosse plein. Ouais. Écoute, on rit, là, mais c'est pathétique. Et là, ils l'ont interviewée, puis elle est à la TV. Oui. Elle ne sait pas pourquoi, comme tu dis. Mais elle arrive à son véhicule, qui est une mini-auto. Et oui. Et là, elle ouvre les portes, puis elle dit, j'ai pas de place pour l'embarquer. Là, tu viens de tu sais, ça fait pitié. Là. Non, mais ça fait pitié. Mais moi, il me semble... Mais c'est une réalité. Si on est dans une pseudo-pandémie, si on est dans une vraie pandémie, je veux dire,
Première chose que je vais faire avant de m'acheter du papier de toilette, ça va être de la bouffe. Là. Je vais acheter bien des affaires. J'ai des serviettes chez nous. Il y a toujours moyen de moyenner avec ce que j'ai dans la maison pour... c'est un mystère. Je ne l'ai pas compris, c'est là. Puis on a vécu la même chose avec tu sais, les manifestations. Puis les médias rapportaient cette manif-là avec des centaines de milliers de personnes qui manifestaient pour des changements climatiques à Montréal à un moment donné. Ouais. Les gens ne savent même pas pourquoi ils sont allés là. Ils sont allés là parce que la foule attire la foule. Les carrés rouges. Es-tu assez vieux pour avoir été... oui, il y a 10 ans. Oui. Si Nadeau-Dubois était là, c'est clair que j'étais là. Nadeau-Dubois qui, hier, disait « Ah, moi, c'est tellement pas le personnage qu'on voit. » Là, il a dit, ben non, je sais. On fait rire de nous autres. Arrête, premièrement, arrête. Tu sais, quand Steve l'artiste dit « couper le camp », moi, je dis « fermez TVA. » là. Êtes-vous capable de l'écouter en étant capable d'analyser? Si oui, ben profitez-en pour, justement, élaborer un petit peu votre capacité d'analyser ces choses-là. Quand on montrait les carrés rouges et qu'ils disaient « Pourquoi vous manifestez? » Moi, je répondais à l'époque, je faisais de la radio. Je disais « C'est simple, là. C'est des étudiants qui ont congé d'école. Puis ils marchent dans la rue, puis il fait beau. » C'était aussi simple que ça, là. Et là, il interviewait les gens par rapport au dossier. Ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ne savaient pas c'était qui le ministre. Ils ne savaient pas pourquoi il était là. Mais il fallait être là parce que tout le monde, donc démocratie directe, tu en avais un bel exemple, là. Toute leur réunion de stratégie, là, c'était de la démocratie directe. Puis là, le droit de parole, écoute, il y avait 3 personnes qui menaient le show, là. Pour les avoir côtoyés, je peux te dire que c'était simplement comme ça. Par rapport à l'abolition de frais de scolarité. Le Québec qui a les frais les moins dispendieux en Amérique du Nord. Là, tu es là, puis tu te dis, ils n'ont pas eu le mémo, ça se peut pas. Mais ça a fonctionné, pas parce que c'était une bonne cause, parce que c'était le timing, c'était le fait de mobiliser des gens à pas aller à l'école. Puis là, tu finis par embarquer dans le groupe, puis tu sais pas trop pourquoi. Mais cette grève-là a duré longtemps, là. On parle de février 2012 à septembre 2012. Ça a marqué l'histoire du Québec. C'est la grève la plus longue qui a existé jusqu'à maintenant. Il y a un matin, ils ont fermé le pont Champlain. Ouais. Le pont Champlain, là, c'est un des ponts les plus achalandés au Canada, là. Ils l'ont fermé avec 3-4 briques. Là, c'était le vieux pont Champlain. Le vieux pont. 3-4 briques un matin à l'heure de pointe, là. Puis je ne sais pas si tu le sais, quand c'est normal, c'est bloqué. Et moi, je me souviens, ce matin-là, je connais un policier qui a fait carrière politique et on travaillait ensemble. Et j'ai dit, écoute, mettons que moi, je suis le premier, quand il décide de se mettre les 8 étudiants, là, se tiennent par le bras, puis on bloque les 3 voies. Admettons qu'au lieu de peser sur le frein, je pèse sur l'accélérateur, puis je ramasse le petit tas de jeunes étudiants là, qui n'ont pas d'affaires là. L'autoroute. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je suis condamné? Est-ce que... Quel est l'impact de faire ça? Majeur l'impact. Tu te souviendras de la femme qui est rentrée dans les canards? Tout le monde va vouloir prendre le bord du pauvre qui s'est fait frapper. Oui, mais il faut regarder le contexte. Ouais. Alors, moi, je dis 8 jeunes qui viennent se mettre dans le milieu de l'autoroute. Ça peut être un accident qu'ils se font entrer dedans. Mais qu'est-ce que les policiers ont fait cette journée-là qui, moi, m'a vraiment choqué? Ils ont pris les étudiants, ils les ont emmenés en autobus, ils ont quasiment reconduit chez eux. OK, recommencez plus, là, vous avez bloqué le pont. Ou pire, on laisse le pont bloqué parce qu'on ne veut pas intervenir sur une manifestation. C'était beaucoup comme ça à l'époque. Et le lendemain, le policier dit, sais-tu que tu as peut-être raison, on ne devrait pas les laisser bloquer le pont. Et s'ils le font, il faudrait les emprisonner. Ils deviennent des criminels graves qui peuvent attirer des réactions chez les gens. Le pauvre gars qui a une présentation pour sa carrière ce matin-là, ou peu importe, là, qui a un véhicule d'urgence et tout le reste. Alors, il faut toujours respecter la fine ligne entre l'autorité légitime et illégitime. Et ce qu'on a vécu avec les camionneurs et à Ottawa, on est devenu une autorité illégitime qui est devenue exécrable avec des lois sur les mesures d'urgence et tout ça, qui n'aurait jamais fait à l'époque. Alors, tant que c'était à gauche, là, au niveau du spectrum politique, c'était correct. Et maintenant que c'est un petit peu à droite, bien là, tout de suite, c'est terminé aussi. On intervient avec nos gros sabots. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Pourquoi? Parce que la société nous a amenés dans ce qu'on est devenu aujourd'hui. Le libéralisme nous a amenés là. Et quand on dit non, au nom des vraies valeurs conservatrices, on va se tenir debout. Là, tu as la police et l'armée qui viennent te ramasser parce qu'ils contrôlent encore ces leviers-là. Et comme chrétien, il faut tendre l'autre joue. Donc, il ne faut pas aller à l'encontre de l'autorité. Ceux qui bloquaient les ponts, il ne faut pas que tu attendes que l'armée vienne te déloger. Il faut que tu dises, on a fait
On a marqué que c'était très grave ce que vous faisiez et on va se retirer pour mieux revenir dans un groupement plus large, dans un mouvement plus large. Pourquoi? Parce que notre solution, ce n'est pas de débloquer le pont, ce n'est pas d'arrêter les injections pour les camionneurs. Notre solution, c'est de revenir à la civilisation occidentale chrétienne fondamentale. Notre deuxième segment est terminé. On va passer à notre pause pour enchaîner par la suite. Absolument. Technologie. Les gens se demandaient, Richard, puis on a eu des gens, des régisseurs de plateau, pourquoi je regardais au sens opposé pendant que tu me parlais. C'est une émission de radio, premièrement. Oui, c'est ça. C'est censé être une émission de radio. Fait que ceux qui nous regardent, ils sont privilégiés de voir ce qui se passe. C'est comme du voyeurisme. Du voyeurisme. Ils sont privilégiés de voir ce qui se passe dans le studio. Ouais. Mais t'as pas tes lunettes. T'es pas capable de lire le chat, puis le chat est à ma droite. Fait que quand je fais ça comme ça, c'est pas que je veux te tourner le dos, c'est que je veux être proactif pour faire participer les gens, puis être capable de reprendre des questions importantes. Fait que je sais pas que je t'écoutais pas, puis toi tu savais que je t'écoutais. Non, je sais que tu m'écoutes jamais. Même quand tu me regardes. Ouais, c'est ça. Ça commence bien. On va vraiment avoir de beaux échanges, c'est certain. Mais c'est ça. Je voulais juste expliquer aux gens que quand je regarde comme ça, c'est pas que je t'écoute pas, c'est que je lis les questions pour pouvoir être en mesure de te les poser vu que tu n'as pas tes lunettes puis que tu n'as pas une vue qui est forte. Mais il y a aussi que ton équipe très professionnelle veut qu'on regarde la caméra quand on parle. Alors, tu sais, c'est une autre c'est une adaptation aussi. Merci, Nat. Écoute, on a, juste en terminant pour le premier segment, c'est que la dimension de la guerre est arrivée comme étant, à mon avis, le début de la phase 2. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la phase 1, moi j'ai dit qu'il y aura une phase 2. Et la phase 2 sera pour nous amener ailleurs complètement. Donc, ce sera soit un virus, tu te souviens, c'est ce que je disais, un virus plus létal, qui va vraiment tuer du monde, qui va faire qu'on va tous paniquer et qui va achever les gens comme nous qui ne sont pas injectés, parce qu'on ne pourra même plus aller à l'épicerie. L'épicerie, ça ne marche pas, là, mais on ne pourra même plus rester chez nous tranquille. Ils vont nous emprisonner. Ouais. C'était soit ça, soit une crise numérique, et on l'attend toujours, crise numérique qui va tout jeter à terre, ou à peu près, parce que tout est numérisé, ou bien une guerre. Bien, là, ça ressemble beaucoup à une guerre. Et je ne sais pas si tu as entendu le discours de Biden hier, qui était pas trop sénile pour une fois. Je pense qu'il a bien dormi. Sauf une fois, il a dit qu'il parlait, il parlait aux gens de l'Ukraine et il a dit que ça ne toucherait pas le cœur des gens de l'Iran. Mélange. En géopolitique, là, tu peux te tromper de quelques kilomètres. C'est assez intéressant quand même qu'il n'a pas trop fait de bourde, mais il a terminé en disant « Allez le chercher. Go get him ». Alors, c'est un message qui est assez puissant de la part de celui qui a le bouton nucléaire entre les mains et qui a un rôle de leadership par rapport à l'Europe et à l'Occident. On n'est pas en Troisième Guerre mondiale. Bien, ils sont en train de la faire ou bien on ne l'est pas. Tu comprends? Au sens où ça ne justifierait pas. Pour ramener les choses rapidement, premièrement, Poutine et le président de la Chine, Xi, ce sont des mondialistes, là, ceux qui pensent que c'est des sauveurs. J'annonce aussi que Trump, c'est un mondialiste. Alors, arrêtez de penser que ces gens-là vont vous sauver. Ils sont en train de tirer leur épingle d'un jeu de surconcentration mondiale, de mondialisme comme tel, de gouvernement mondial. Et dans ce contexte-là, Poutine a beaucoup dit depuis le début de sa dictature, c'est ça aussi. Il a mis en respect l'OTAN en disant arrêtez de vous approcher et touchez jamais à l'Ukraine. L'Ukraine, au niveau de l'armée, c'est les mêmes de l'ancienne URSS, c'est les mêmes qui étaient les généraux de l'URSS dans son ensemble. Fait que, on est dans une situation qui est un peu complexe, hyper complexe, et peu importe ce qui arrivera là, c'est ce qu'on en fera qui va faire que c'est une guerre mondiale ou non. Parce que si les mondialistes ont décidé que c'est le temps de la guerre, bien, ils vont la faire de toute façon. Ils ont juste besoin de dire à Biden qui dit ce qu'il a dit hier, ou à Macron qui fait semblant de négocier. Donc, on voit qu'on n'est pas en contrôle du tout de ça.
Sauf qu'on a oublié tout ce qui nous touche au quotidien parce que je t'annonce que le passeport sanitaire n'est pas tombé. Là. Non. C'est clair qu'il n'est pas tombé. Même je t'ai montré un article tantôt d'entrée de jeu que il y a plein de gens qui pensent que c'est tombé, hein, soit dit en passant, qui disent que le 14 mars, on retrouve notre liberté. Au diable, le passeport vaccinal ou le passeport COVID, comme on aime bien l'appeler. Mais je lisais, là, puis je te l'ai fait lire, Richard, tantôt, là. Lieu de culte, funérailles, cérémonies, condoléances et mariages, capacité à 100% est possible sans passeport vaccinal avec un maximum de 50 personnes à la fois. Je comprends même pas cette phrase-là. Moi non plus, parce que on se l'a dit tantôt, c'est mélangeant, là. Est-ce que c'est 50 personnes qui peuvent rentrer dans une foule illimitée de non-injectés? C'est pas clair. Mais ça fait juste nous démontrer ce que je viens de te lire, là, qui n'est pas tombé le 14 mars. Là. En fait, ce qu'ils font, parce que c'est pas des imbéciles, ils sont malhonnêtes, mais c'est pas des imbéciles. Ils lancent quelque chose de compliqué et ils regardent dans les sondages comment les gens perçoivent ça. Ouais. Et s'ils ont réussi à faire croire à tout le monde que c'est fini, ou à la majorité, et que ça ne l'est pas, bien là, c'est win-win pour eux autres. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Alors, l'idée, c'est que tant qu'ils ne diront pas que tout est aboli, si les camionneurs, puis d'ailleurs, il y en a plusieurs qui le disaient, quand je dis les camionneurs, c'est ce mouvement-là, qui ne disaient pas « on veut retrouver la capacité de traverser les frontières sans être injecté », qui était un peu le début de l'affaire. Ils disaient non, on veut la liberté totale. On veut vraiment revenir à ce qu'on était avec nos droits et le respect de la charte, ne serait-ce que ça. Et ce discours-là était plus intelligent au sens où tu dis, un instant, là, vous m'avez enlevé tellement que vous n'allez pas arrêter à juste l'injection par rapport aux camionneurs. Vous allez aller plus loin que ça. Et c'était très noble de leur part de pouvoir le dire aussi. Ça veut dire que ça fonctionne, le téléphone? Oui, c'est ça factionne. Mais j'avais... 1-866-843-6869. Ou pour ceux qui veulent le retenir pour toujours, c'est 1-866-THEOVOX. Super. Si vous faites THEOVOX sur votre clavier numérique, vous appelez directement ici. Fait que ça fonctionne très, très bien. Mais j'avais juste... Tu parles, j'avais une petite question pour toi par rapport à la guerre. Qu'il y a une troisième guerre mondiale ou qu'il y a la guerre telle qu'elle est présentement entre l'Ukraine et la Russie, on met la table quand même pour un Great Reset. Bien, tout l'objectif est par rapport à prendre possession de chaque être humain. Hein, c'est un traçage humain qu'on veut instaurer au niveau technologique. Ils ont la technologie pour le faire. C'est pour ça que c'est enclenché depuis 2 ans. Et ils vont le faire. Il y aura des résistants comme nous qui vont être emprisonnés ultimement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne durera pas. Ils ne réussiront pas leur coup, en bout de ligne, mais ils vont faire beaucoup de ravages d'ici ce temps-là. Alors, la guerre est un outil parmi d'autres. Mais on sait qu'il y aura une troisième guerre qui sera la dernière troisième guerre mondiale parce que tout ce qui est présenté est annoncé. Étonnamment, les films hollywoodiens, depuis 20 ans, nous projettent ce qu'on vit depuis 2 ans. Et ceux qui le découvrent, ils disent « Non, ça n'a pas de bon sens. En 1993, ils nous ont dit telle affaire, puis ça arrive. » Oui, mais il n'y a rien de caché. Et moi, je pense qu'on est dans la période apocalyptique depuis 2 ans. Donc, on est dans la révélation. Puisqu'ils le disent, bien, on devrait ouvrir nos yeux. Et l'émission, c'est justement de pouvoir venir vous donner des pistes de réflexion. De dire, un instant, là, il nous avait dit qu'on pouvait avoir le sida. Imagine la personne qui est allée se faire tester, qui découvre qu'il y a le sida. Bien, il ne dira pas, c'est une théorie du complot. Ils vont dire, non seulement il y a un vrai complot, mais en plus, j'ai été une victime déjà. Et là, tu viens de faire un nouveau soldat dans ton groupe. C'est ça, être dans un mouvement. C'est que tu as du monde qui vont commencer à dire « je ne reviendrai plus jamais ». Comme il y a beaucoup de monde qui ont vu que les injections ne fonctionnaient pas comme vaccin, ils se rappelaient qu'on avait dit « c'est pas un vaccin ». Et là, ils l'ont pris. « Oui, mais tu l'as pris pourquoi? » Bon, j'ai pas été malade, mais ça ne m'a pas empêché d'attraper la maladie, comme les hôpitaux nous ont prouvé que c'était aux 3/4 des gens qui étaient double injectés qui avaient la maladie. Parce qu'il y avait un vrai virus, là. C'est une arme biologique, mais c'est un vrai virus. Alors, en bout de ligne, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit « après 2, moi, c'est fini. Je ne toucherai plus jamais à ça. » Je vous annonce qu'il y en a de 11 à 15 par personne au Canada d'acheter en prévision de leur plan. C'est sûr que ça va se mettre en branle. Et oui, la guerre en fait partie. Est-ce que ça, c'est la guerre mondiale? Bon, on n'a pas besoin de se poser la question. Moi, quand j'entends Biden hier, je me dis, ils ont l'air à pousser pas mal dans cette direction-là. Est-ce que ce sera ça? On le verra, le temps nous le dira. L'important, c'est de planifier l'après et non pas le pendant. Le pendant, c'est faites des réserves, faites-vous pas injecter.
Si on vous menace de perdre votre emploi si vous n'êtes pas injecté, bien, il va falloir être prêt aux conséquences. Ceux qui sont au niveau financier, bien, on a vu que les banques ont été saisies. Tu sais, Steve Lartiste qui s'est fait saisir son compte de banque, là. Si tous les Québécois se faisaient saisir, demain, ils réagiraient comment? Ce serait la panique générale. Ben, je pense qu'il n'y aurait plus de banque, tout le monde voudrait aller retirer. Mais si on a fait ça à un citoyen, puis on le connaît, Steve Lartiste, là, c'est pas un révolutionnaire au sens de terrorisme comme ils l'ont décrit. Non. Donc, si on est allé aussi loin sous des faux prétextes, donc une fausse légitimité d'autorité qui permettrait de geler le compte bancaire d'un mafioso, par exemple, hein, on l'a vu avec les enquêtes Charbonneau et compagnie, comment on est entouré de corruption. Bien, ils n'ont jamais été aussi loin par rapport à des vrais corrompus prouvés, alors qu'ici, on le fait pour quelqu'un qui allait marcher tous les jours dans une manifestation. Moi, je dis aux gens, sortez votre argent des banques si vous pensez que ça peut vous arriver. Sinon, bien, faites ce que vous avez à faire. Donc, chacun doit être un peu, par rapport à sa réalité, s'adapter à travers tout ça. Donc, est-ce que c'est une guerre mondiale? Moi, je pense que l'avenir à très court terme va nous le démontrer. Et quelle est la conséquence si c'est une guerre mondiale? Ça, c'est intéressant. Trudeau vient d'envoyer des armes, envoyer 2000 missiles. Imagine-toi. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je ne savais pas que le Canada avait 2000 missiles. » Bon, on entend un peu de beaucoup de choses qu'on entend actuellement dans une situation de guerre qui sont conflictuelles. Parce que le fake news ou la propagande, ça fait partie d'un mode de communication en guerre. Donc, même ce que la Russie dit, il faut en prendre, il faut en laisser. Donc, si jamais c'est le cas, bien, je peux te dire que le Canada a déjà embarqué dans le groupe de l'OTAN, ils sont membres de l'OTAN, en participant activement à défendre l'Ukraine qui n'est pas dans l'OTAN. C'est assez fascinant, ça. Alors, tu t'en vas aider un pays. Et l'Ukraine a demandé, avec son clown de président, a demandé d'être reconnu par l'Union européenne. En même temps, ben oui, mais si tu es dans l'Union européenne, tu vas être dans l'OTAN. Et Poutine a dit, si vous allez vers l'OTAN, l'Ukraine, je vais vous faire la guerre. Donc, on voit que tout se rejoint. Est-ce qu'on viendra vraiment en faire une guerre mondiale? Ben, si ça arrivait, ben, peut-être que nos jeunes seraient appelés à aller à la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on ferait? On a tout un cas de conscience à ce moment-là. Le Québec, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, ne voulait pas y participer. Et le maire de Montréal a été emprisonné parce qu'il disait, écoutez, le premier ministre s'est fait élire en disant qu'il ne ferait pas la conscription. Donc, votez pour moi en 1940 et jamais je vais vous emmener à la conscription, vous obliger à aller à la guerre. Il l'a fait. Mais là, personne ne se pose de questions, sauf le maire de Montréal qui dit, un instant, fais-toi réélire sur cette base-là, puis on verra si tu vas te faire élire premièrement. Donc, c'était illégitime de faire ça. Ils l'ont fait quand même. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire taire le maire? Ils l'ont emprisonné. Qui, lui, était élu démocratiquement. C'est devenu notre Nelson Mandela. Ben, à l'époque, oui, c'était un petit... oui, je comprends que c'est à plus petite échelle, mais quand il c'est majeur. Quand il est sorti de prison, il est revenu maire, là. Ben oui, c'est sûr qu'ils en ont fait toute une vedette. Sauf qu'après la guerre, ça ne te dérange pas. Quand je dis qu'ils savent ce qu'ils font, c'est qu'ils savent qu'en faisant ça, il y a un prix politique à payer. Mais on a Camillien Hood. Camillien Hood, absolument. Fait que ça pour dire que la guerre en question, actuellement, nous amène beaucoup à oublier notre réalité, qui est une réalité qui demeure une réalité où on atteint à nos droits et libertés complètement. Là. Le passeport, il n'est pas aboli. Et on voit la stratégie numérique qui s'en vient. Moi, j'appelle ça l'identifiant numérique unique, le INU, facile à retenir. Bien, le Québec va être le premier en Amérique du Nord avec son super ordinateur pour l'implanter. Et l'Ontario vient d'annoncer qu'il va le faire d'ici l'automne prochain, 2022. Moi, je parlais toujours de 2023. Là, on parle de 2022 parce qu'il y a c'est deux petits coqs qui essayent d'être le premier. Et là, il va se faire réélire au printemps, notre ami Ford, alors que Legault, c'est à l'automne. Donc, on peut penser que d'ici les deux élections, avec deux premiers ministres des deux provinces principales du Canada, donc la majorité de la population, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ils vont contrôler l'agenda d'ici l'automne. Et si c'est deux mandats majoritaires pour 4 ans, attachez votre sucre, l'identifiant numérique va être imposé de facto ou presque. Ouais. Et là, on ne pourra plus avoir un permis de conduire sans avoir l'identifiant qui va nous demander notre profil biométrique et tout le reste. Passeport vaccinal. Et là, ils vont faire le lien. Oui, passeport vaccinal, ils ont tout ton information de santé. Et là, ils vont faire un lien numérisé qui était impensable il y a 2 ans.
peut-être d'ici 2023. Crédit social. Mais le crédit social, c'est le contrôle. Donc, c'est comme le système de contrôle, le software, si tu veux, par rapport à implanter le hardware, qui est la base de la technologie, qu'ils sont en train de mettre en place. Puis tu sais, c'est tellement pernicieux, Richard, parce que tu sais, on voit de plus en plus, tu sais, ils mettent des caméras sur les autoroutes pour pouvoir capter la vitesse. Il y a une infraction pour t'envoyer un... Puis tout le monde dit, waouh, c'est super ça, c'est vraiment génial, c'est pour notre sécurité routière. Tout passe au nom de la sécurité pour attraper les méchants. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'on passe au nom de la sécurité pour attraper les méchants, il y a de plus en plus de caméras qui vont se connecter éventuellement avec le passeport identité numérique également. On a installé à Montréal pendant les fameux confinements, hein, lorsqu'on faisait les couvre-feux. Oui. Ils installaient des caméras de petits coins de rue à toutes les nuits. Là, il y a des équipes complètes parce que c'est facile à travailler. C'est bien beau, sauf que j'arrive pas à aller. Je suis désolé, je te dis qu'on a un appel. Un appel? Bon, ben écoute. On prend l'appel? Allons-y. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui. Allô? Quel est votre nom? Oui, allô, mon nom, c'est Jean. Oui, bonjour, Jean. Moi, je voulais dire là, qu'on est présentement complètement en dehors du sujet. C'est une guerre qui est présentement spirituelle. Puis on n'en parle pas assez. Ah, ça, c'est un bon point, ça. Ben, je suis content que vous apportiez cette dimension-là parce que c'est ce qu'on fait, mais on en parle à travers la réalité qui nous est présentée, là, de l'actualité. Mais la guerre spirituelle dont vous faites mention, vous êtes chrétienne, j'imagine? Oui. D'accord. Donc, vous avez cette position-là parce que vous êtes chrétienne, donc vous dites il y a une guerre spirituelle qui est en place. Qu'est-ce qui vous fait dire non, que mais même si je ne serais pas chrétienne, je te dirais que c'est une guerre spirituelle pareille. Je comprends, mais sur quelle base que vous dites que c'est ça? Ben, parce que c'est la base que j'ai lu beaucoup d'enseignements. Donc, ce que vous avez toujours vu... Ce que je ressens aussi. Ce que vous avez toujours lu, vous voyez actuellement des événements qui viennent corroborer ce que vous avez toujours lu dans la Bible, naturellement. Oui, absolument. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que vous voyez actuellement, c'est vraiment cet aspect-là? Y a-t-il des éléments, est-ce qu'il y a des éléments qui se mettent en place de plus en plus, qui fait en sorte que quand vous voyez à la lumière de l'actualité ce qui se passe, vous dites, ben, on est dans une guerre spirituelle? Écoutez, moi, ça fait 10 ans, je suis extrêmement sensible à tout ce qui se passe sur la planète, là, et au niveau des énergies, là. Puis je souffre extrêmement. J'ai été 3 jours à souffrir comme une folle, OK? Il y a des ondes qui montent. Puis il y a des gens qui me disent, ben voyons, t'es folle. Là, je suis là, OK, ça fait 30 ans que moi je suis folle. Moi, je suis une ancienne vétéran de l'armée canadienne. Habituellement, quand on se fait dire qu'on est fou, si on se fait dire qu'on est fou de ce temps-ci, ça veut dire qu'on est on commence à toucher à quelque chose d'intéressant. C'est un bon signe, ça. Non, mais écoute, moi, j'ai fait l'armée canadienne. Là. J'ai été 8 ans dans l'armée. Allô? Oui. Allô? Avez-vous été à la guerre comme tel? J'ai failli aller en Bosnie. Mais bon Dieu m'a fait ça. Excellent. Donc l'aspect de la guerre spirituelle dont vous parlez, c'est que vous voyez que, dans le fond, on s'en va, j'imagine, vers la marque de la bête. C'est ce qui vient vous interpeller? C'est parce que qu'est-ce qui arrive? Moi, qu'est-ce que je vois, OK, dans le futur, c'est que les gens ils vont être connectés sur le métaverse. OK? Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas compliqué, là. C'est qu'avec les 5 injections qu'ils ont faites, parce qu'il y a 5 vaccins, c'est qu'il va y avoir une dépopulation, mais en cycle, OK? Puis le prochain, ça va être le virus qui s'appelle Marburg, qui appelle. Là, ça va être l'Ebola, le monde va saigner, là, ils vont avoir peur, ils vont aller se refaire vacciner encore 4 ou 5 fois. Excellent. C'est ça qu'il faut dire, là. C'est une dépopulation complète qui s'en vient, là. C'est marqué. On prend l'ivraie, on les enlève, puis on garde le blé. C'est ça l'apocalypse, là. Le blé, qu'est-ce qui arrive? Non, laisse-moi continuer. Le blé, on va être peut-être 500 millions qui vont rester. Mais eux autres, là, qu'est-ce qu'ils veulent, là, cette gang de Mongols-là, là, c'est d'avoir notre conscience. Parce que les autres, ils n'en ont pas. La seule chose qu'ils veulent dans leur tête, c'est d'avoir notre conscience. On a dû vous traiter de complotiste beaucoup ces derniers temps. Ah, on a perdu Jean. Je pense qu'on a perdu.
Vas-y, Jeff. En fait, je veux juste la On va pouvoir lui répondre quand même. Oui, il faut la de remercier. son appel. Puis moi, je pense qu'effectivement, quand on parle de guerre spirituelle, souvent, les gens vont le voir, vont dire le mot « on est en guerre spirituelle ». Mais je pense que, comme tu disais, les gens ont de la misère à départager la guerre spirituelle de la vraie guerre spirituelle. C'est comme le mouvement du parti politique. On peut dire qu'on est dans une guerre spirituelle parce que tout ce qui se passe dans la société est influencé par quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes. Mm-hmm. Et puis, la guerre spirituelle dont elle fait mention, on peut la corroborer quand on voit que ce que la Bible déclare par rapport aux signes des temps de la fin est en train d'arriver de plus en plus. On parlait d'identité numérique. Tu ne pourras pas acheter éventuellement ni vendre sans avoir ton identifiant numérique. Ton permis de conduire va être attaché à ça, etc., etc. Fait qu'on on voit que ce que la Bible déclare dans le livre, en anglais, Révélation, Apocalypse, que les taux se resserrent de plus en plus pour faire en sorte que l'être humain ne pourra plus acheter, ne pourra plus vendre. Puis tout ce qu'on voit, c'est déjà décrit dans la parole de Dieu. On en fait déjà mention à chaque jeudi, ou de sorte que les gens peuvent lire la Bible qui est le best-seller des best-sellers, qui a surmonté tous les âges. Il y a plus de 400 000 manuscrits qui parlent de la véracité de la Bible, qui parlent de Jésus-Christ. Et puis des fois, les gens vont avoir tendance à mettre ça en question, alors qu'on a 10 manuscrits qui parlent de l'existence de Jules César, puis on croit que Jules César a déjà existé. Où sont les pasteurs qui ne se sont pas levés debout, à qui tu parles justement de la marque de la bête, qui disent non, c'est pas ça? Hein? Il y en a beaucoup qui ne sont pas levés depuis 2 ans. Là. On en a parlé déjà. Eux, ils l'ont lu, la Bible. Ouais. Comment se fait-il qu'ils ne se lèvent pas? Comment se fait-il qu'ils ne reconnaissent pas les signes dont tu parles? Oui, mais c'est une bonne question, mais c'est une forme de guerre spirituelle aussi. Il y en a qui sont peut-être moins armés qu'ils pensaient qu'ils étaient. Voilà. La chose, Richard, c'est que c'est facile de dire on est fort, on est bon, on est capable, quand ça va être le temps de se lever, on va se lever. Exactement. Mais quand c'est vraiment le temps de se lever, il y a combien de personnes qui osent vraiment au péril de leur vie de continuer à se lever puis dire je marche vraiment, les babines suivent les bottines, puis je vais continuer à marcher selon les convictions dont je faisais la promotion il y a 10 ans alors qu'il n'y avait pas de danger. Là, c'est aujourd'hui qu'on voit les vrais là, par rapport à ce que Jane disait, puis c'est intéressant qu'elle dise qu'elle a été dans l'armée. Elle a quand même connu une dimension là, beaucoup plus près de la réalité de la violence, là, soyons clairs. L'armée, là, c'est fait pour de canaliser la violence par rapport à une réalité. Alors, dans ce contexte-là, c'est sûr que ce qu'elle a vécu l'amène plus proche que quelqu'un, par exemple, qui travaille dans un dépanneur et qui n'est pas très, très affecté par grand-chose. Alors, c'est sûr que cet aspect-là de vie personnelle est important. Mais de parler de guerre spirituelle ou même de parler de l'aspect chrétien fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui décroche. Hein? Mais quand des gens même qui se disent chrétiens puis qui lisent la Bible et qui ont même formé des églises viennent nous dire qu'il n'y a pas eu, on n'est même pas rendu à cet aspect-là, ça c'est inquiétant. Et ça répond à ce qui est prévu dans la Bible aussi, que ça va être la confusion. Est-ce qu'il va encore rester du monde qui vont croire en moi? Alors, si on n'est pas capable de reconnaître les signes actuels et qu'on laisse les gens se faire injecter et qu'on est soi-même injecté en disant non, c'est pour notre bien, bien, si tu es déjà trop tard de t'être fait injecter à cause du contenu qu'on connaît, ça pose problème déjà à long terme. Et quand arrivera le moment de sortir de la soupière parce que l'eau sera trop chaude, on ne sera pas capable d'en sortir. C'est ce qui nous est dit, hein, la théorie de la grenouille. Bien, on commence à voir qu'il y a beaucoup de monde qui va être encore dans la soupe quand il va être trop tard pour en sortir. Mais tu vois, juste avant d'aller à le prochain appel, je veux juste terminer avec ça sur l'aspect de guerre spirituelle. Tu sais, la Bible est claire. On va entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Une nation se lève contre une autre nation. Il va y avoir la marque de la bête. Ça semble étrangement de plus en plus ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Là. Les taux se resserrent. Une nation se lève contre une autre nation. Il y a une multiplication des religions pour amener vraiment une confusion de plus en plus chez les gens, alors que la Bible va dire Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Fait que les gens s'adonnent à aller voir un paquet de choses parce que ça semble séduisant, puis ça ne te confronte pas personnellement à un changement. Il y a l'identifiant numérique, il y a les plaies, il y a je veux dire, les pandémies, les épidémies. Puis quand on regarde l'état de la Terre présentement dans lequel on est, on voit qu'on est dans une guerre spirituelle. On voit qu'il n'en reste plus pour longtemps. Mais c'est pas d'hier, la guerre spirituelle. Ce que je voulais dire par rapport à Jane, c'est que c'est pas la guerre de l'Ukraine qui est la guerre spirituelle. Et je pense pas que c'est ce qu'elle a voulu dire non plus. C'est qu'on est déjà en guerre depuis longtemps. Ouais.
Hein? Ça fait 30 ans, moi, je fais de la politique, mais au début, je pensais la même chose que je pense aujourd'hui, mais pour plus tard. Mais on voyait tout se mettre en place. Et d'ailleurs, quand on a décroché le crucifix à l'Assemblée nationale, les gens disaient, ben, tu dois être affecté. Puis je disais, non, c'est la poursuite normale de la déchéance de la civilisation chrétienne occidentale. Alors, on va prendre notre appel, mais c'est un bon point, Jane, que vous avez amené. Oui, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Oui, bonjour. C'est un petit peu cacophonique au niveau du son, mais est-ce que vous m'entendez bien? Oui, quel est votre nom? OK. Ben, c'est Denise Coderre. Bonjour, Denise. Bonjour. Premièrement, je voulais vous féliciter pour votre émission. Je trouve ça bien le fun d'avoir du direct comme ça. Merci. Le partage et tout le savoir de Richard, là, c'est très intéressant. Et de JF aussi. Pardon? Et de JF aussi. Oui, mais JF, je sais que c'est un usage qu'on connaît dans le sens que la plateforme est aussi avec le Théobox, oui. c'est certain, mais une nouvelle façon aussi de pouvoir vous voir les deux ensemble. Quelle est votre question? Ma question, c'est ça, c'est que étant donné, bon, moi, c'est sûr que ça fait longtemps que je suis croyante, puis en lisant tout ce qui se passe, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Oui, c'est quand même... mais qu'est-ce qu'on peut faire? Pas qu'on peut changer le plan de Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons que, justement, on refuse cette identité numérique et bon, et tout. Y a-t-il un moyen, quelque part, de donner de l'espoir à des gens qui ne connaissent pas Dieu? Je dirais l'exemple, je parlais avec 2 jeunes hier, puis il y en a un qui était tellement stressé juste avec le témoignage que je lui donnais sur l'identité numérique. Il est devenu blême là quand j'ai dit que c'était le plan et bon, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager les gens dans tout ce qui se décide et qu'on n'a pas vraiment, comme tu disais tantôt, on n'a pas de contrôle. Ce que le gouvernement est en train de décider présentement là, avec Éric Kerr, le ministre, et bon, et tout ça. Là. Merci Denise. Pour encourager... Merci pour cette question-là. Puis je vais la tourner tout de suite à Jeff. T'en penses quoi, Jeff? Mais tu sais, moi, je suis croyant. Ce qu'on peut faire, l'espoir ultime dans tout ça, il en demeure pour moi que c'est Jésus. T'sais. Je pense que, écoute, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Parce qu'à un moment donné, ça fait des années qu'eux se préparent. On parlait de guerre spirituelle, ça fait des années que les mondialistes se préparent. Ils ont des longueurs d'avance sur nous. On vient de se réveiller il y a 2 ans. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé de politique, qui étaient diamétralement opposés, puis ils ne voulaient rien savoir de la politique, ils ne voulaient même pas s'y mêler ou s'y attarder. Puis aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont pas eu le choix. Force est d'admettre qu'il y a beaucoup de gens qui se sont maintenant intéressés à la politique puis à tout ce qui se fait présentement à travers la planète. C'est sine qua non, tu sais, puis je veux pas choquer les oreilles, mais Dieu nous parle d'une fin du monde, la fin de toute chose. Dieu est un Dieu qui boucle la boucle. J'ai un ami pasteur qui me disait ça. Dieu est un Dieu qui boucle la boucle. Il a créé, mais il va arriver à une fin aussi de ce monde tel qu'on le connaît. Présentement, tout ce qui est en train de prendre place, dans la Bible, je reviens avec la Bible, c'est écrit. Et c'est pour ça que, malgré la tempête, malgré ce qu'on voit, je crois que nous sommes une génération privilégiée. Nous sommes une génération choisie pour vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La solution ne réside pas dans le temporel, la solution réside dans l'intemporel. Puis cet intemporel-là, son nom, c'est Jésus-Christ. Autant qu'il est intemporel dans notre monde, il est extrêmement temporel dans notre cœur lorsqu'on lui fait la place pour venir nous aider dans nos vies à passer au travers des difficultés. Tu peux vivre le chaos à l'extérieur, mais vivre une paix intérieure. Tu peux vivre une paix à l'extérieur puis vivre le chaos à l'intérieur. C'est un réflexe intéressant parce qu'on nous a déshabitués à reconnaître qu'il y a une dimension spirituelle. Oui. Hein? Moi, je fais de rire de moi toute ma vie, ou à peu près, là, par rapport à ça. Et encore aujourd'hui, on nous dit, t'es pas sérieux, là, tu crois pas à ça en plus. Là. C'est comme si les événements ne sont pas suffisants pour avoir une prise de conscience. Moi, je peux dire que les gens qui ont été injectés et qui ont eu des problèmes de santé majeurs, ils cherchent des solutions autres que dans le monde matériel.
comprennent bien là, qu'il y a une dimension qui est spirituelle, au sens où il y a un esprit du mal qui nous gouverne. Tous les pays en même temps, au mois de mars 2020, ça n'a aucun sens là, quand tu y penses. C'est humainement presque impossible. Il faut qu'il y ait un esprit qui anime tout ça. Et ce que les gens ont tendance à faire, c'est penser en solution par rapport au matériel, donc à notre réalité naturelle, alors que le conflit est spirituel. Oui. Alors, si on est croyant, tant mieux, comme Denise l'est, ben, c'est de dire, OK, quelle est la solution matérielle? Oui, mais il n'y a pas de solution matérielle si tout le monde ne croit pas en cette réalité spirituelle qu'on nous a enseignée. Moi, je suis assez vieux pour avoir été enseigné même à l'école publique par rapport à ça. Et on a jeté l'enfant Jésus avec l'eau du bain. Donc, c'est certain qu'on est devant le vide. On n'a plus d'armes pour se défendre. On n'est plus capable d'argumenter, ne serait-ce que de reconnaître qu'il y a une dimension spirituelle. Tellement. Mais il faut arrêter de penser en termes de solutions à court terme, d'une part, et aussi de solutions matérielles. On parle d'espoir. Denise nous demande comment on peut avoir de l'espoir, parce que je sais que plus on va écouter nos émissions, plus les gens vont dire « mais c'est donc bien déprimant ». Oui, c'est déprimant parce qu'on décrit une réalité qui n'est peut-être pas toujours facile à voir, mais une fois qu'on la voit en face, là, on a besoin du bouclier spirituel pour pouvoir traverser ça. Et c'est pas l'espoir qu'il faut chercher comme chrétien, c'est l'espérance. Et l'espérance, c'est après la mort. C'est pas avant. Là. On sait qu'après la mort, il y a une vie qui nous attend dans un contexte X, et on ne fera pas de la théologie ici, mais on est capable de dire aux gens qui ont perdu le lien avec la foi, de dire, vous avez un travail à faire. Ça fait partie de l'éducation, ça. Et on donne des Bibles beaucoup plus qu'avant, depuis l'émission Théovox. On approche ça. Pourquoi? Parce qu'on offre un outil aux gens. Avant, il fallait aller faire un voyage, faire du yoga, puis aller en Asie pour pouvoir faire un cheminement spirituel à l'époque des Beatles. Aujourd'hui, on nous dit, est-ce qu'il y a une solution qui s'appelle la religion chrétienne? La réponse, c'est oui. Mais qui est là pour en parler quand les églises sont fermées et les pasteurs sont chez eux à écouter Netflix? Donc, il y a quelque chose qui manque par rapport à la capacité de dire à des gens comme Denise, écoutez, il y a une espérance qui est là. On est déjà sauvés. On a déjà gagné contre l'ennemi, l'esprit du mal qui est en train de nous détruire nos vies personnelles et matérielles. Mais c'est une phase en prévision de jours meilleurs. Et on travaille pour les générations futures. On ne travaille pas pour la nôtre nécessairement. Donc, si vous voulez revenir à 2019, c'est une erreur. Si pour vous, l'espoir, c'est revenir à ce que c'était en 2019, ça n'allait pas très bien en 2019. Mais tu vois, Richard, la meilleure analogie, je pense, que je peux te faire là-dessus est la suivante. Un politicien, aujourd'hui, qui irait dire toute la vérité sur on va faire des restructurations, on va abolir l'aide médicale à mourir, on va abolir l'avortement, on va couper pour pouvoir payer la dette, puis qui dit la vérité. Tu parles de moi? Je parle de toi. Les gens voudront pas voter pour un gars comme ça. Mais quelqu'un qui va... On se rend même pas. On se rend même pas. Mais quelqu'un qui va dire des menteries ou ce qu'il va dire, ou quelqu'un qui va dire ce que les gens veulent bien entendre, comme on va libérer plus d'argent. Les gens vont dire « on le veut », sachant même que ça n'arrivera pas. J'ai l'impression que dans le cas de la crise actuelle aujourd'hui, si je fais l'analogie avec ça, les gens savent que ça va nulle part. Les gens savent que le monde est en péril. Les gens savent que... Mais les gens voudraient avoir encore des solutions de gens qui sont même pas réalistes, qui n'arriveront même pas, puis ça serait des solutions qui seraient à l'encontre du plan de Dieu pour l'humanité. On veut rester comme c'était. C'est pour ça que je parle de 2019, là. Vous allez l'entendre souvent. L'idée, c'est que en 2019, on avait une société démocratique. Hein? Ça allait bien. Là, tout le monde veut revenir à ça. Vous étiez déjà dans le problème, sauf qu'ils ne vous le disaient pas ouvertement. Mais tout était en place. C'est pas pour rien qu'ils ont tiré la plug en 2020. Ils étaient prêts. Mais la préparation était très nocive par rapport à... On le voit, l'éducation de nos enfants. Il y a un paquet de problèmes. Moi, je me suis battu contre l'imposition obligatoire du cours SCR en 2000... j'ai oublié le temps, 2008. 2008. Les gens disaient, pourquoi tu te bats contre ça? Ils imposent obligatoirement un cours d'enseignement religieux. C'est complètement absurde en soi. Ouais. Et c'est ouvert à toutes les religions et tout le reste. Quand on a décroché le crucifix, c'est tous des événements qui sont ponctuels, très matériels, mais qui t'indiquent que tu t'en vas dans une certaine direction. Aujourd'hui, on regarde ça avec le recul. C'est un peu comme analyser l'Ukraine. C'est que tu ne peux pas dire « Ah, je regarde l'Ukraine cette semaine ». Non, non, tu regardes depuis 10, 20, 30, 50 ans. Là, il y a toute une charge politique derrière ça. Donc, c'est la même chose par rapport à cette dimension-là, spirituelle, matérielle.
Mais les gens vont toujours être dans la solution matérielle. On veut, mes amis qui me disent, je me suis fait injecter pour voyager. Mais est-ce que tu voyages? Non. Est-ce que pour enlever le masque? Est-ce que tu as enlevé le masque? Non. À quelle heure que tu comprends que c'est une supercherie? Tu comprends? C'est important quand même. C'est sûr. On a fait le tour de l'émission déjà. On a fait nos 3 segments. Puis on a réussi à avoir les appels. Ça, c'était très bien. Bravo à l'équipe technique d'avoir réussi à nous brancher. Il reste des petits ajustements. Si vous trouvez que l'émission nous amène quelque part, on vous invite à commenter comme d'habitude et à nous le faire savoir. Nous, on veut être près de ce que les gens pensent. Et on veut aussi vous amener un petit peu plus loin par rapport à la réflexion. Alors, on vous invite la semaine prochaine, mercredi à midi. Encore une fois, ce sera la même heure et on essaiera de faire notre 1h30 comme on a fait aujourd'hui. Tu as aimé la formule, Jeff? Oui, mais absolument. Moi, j'ai vraiment aimé la formule. Comme on disait, c'est une formule talk radio. Le beat est un petit peu différent que ce qu'on peut retrouver le jeudi, évidemment. Mais c'est voulu, c'est ce qu'on veut. Et il y a du fine-tuning. Pour que je puisse continuer à te regarder, on va changer l'écran de place. Il y a des petites choses comme ça. Mais je pense que si je me repère à la première de Théovox Actualité, on a monté, puis on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ça va être la même chose. On va faire les améliorations au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Puis on est très, 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 comme tu disais, près de l'auditoire. Fait que si l'auditoire a des suggestions, on va les écouter aussi. Absolument. Bien, merci de ta présence et de ton investissement. J'invite tout le monde à nous revoir la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, on vous invite aussi à continuer à écouter Théovox le jeudi soir à 19h30. Merci.